Bien, les chers amis, nous allons sans tarder commencer notre conférence débat. Merci à tous et à toutes d'être venus participer. Alors, je n'ai pas encore le chiffre, mais nous avons aussi probablement, bon, je verrai après, de très nombreux auditeurs qui sont connectés à distance, en visio. Donc, nous avions ce matin plus de 1000 inscrits à cette initiative, ce qui démontre son intérêt. Euh, L'objet et la raison de cette réunion ce soir, c'est la sortie du livre de Romuald Sciorra, L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence. Alors, vous l'avez évidemment en vente dans toutes les bonnes librairies. Je crois que c'est aujourd'hui ou hier que ça a été mis en librairie, aujourd'hui même. Et évidemment, vous pouvez l'acheter ici aussi à l'Iris. Alors, le livre de Romuald, il est centré évidemment sur la situation actuelle aux États-Unis. Il y a de très larges passages consacrés à la situation intérieure. Et nous avons décidé ce soir de plutôt axer nos réflexions sur les enjeux de politique extérieure. Je pense que dans quelques jours, les médias mainstream vont nous abreuver d'images de la prise de fonction de Donald Trump. Et il est vrai que dans le domaine de la politique extérieure, les déclarations de ces derniers jours de la part de Donald Trump, de Elon Musk, sont assez intéressantes et effectivement font réfléchir beaucoup de personnes, de citoyens. Pour mémoire, cite bien évidemment les déclarations sur le Canada, sur le Groenland, sur Panama, les déclarations de Musk sur l'AfD allemande, sur la situation au Royaume-Uni, enfin, etc. Nous allons bien évidemment aborder ces questions dans le cours de nos échanges. La question est de savoir si l'arrivée de Donald Trump pour un deuxième mandat va substantiellement modifier les axes de sa politique extérieure. Je pense en réalité qu'il y a deux attitudes. Vous l'entendez tous les jours dans les commentaires. Certains sont évidemment extrêmement angoissés, stressés par la nature de ces déclarations. D'autres, au contraire, ont plutôt tendance à prendre ça un peu à la légère en se disant c'est les rodomontades habituelles de Donald Trump et ma foi, n'y prêtons pas tant d'attention. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il ne faut pas prendre ces déclarations à la légère. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va envahir le Canada ou le Groenland dans les 8 jours à venir, bien sûr. Mais je pense que l'intérêt de cette réunion ce soir, c'est ce que nous allons essayer de faire, c'est de savoir si, oui ou non, il y a une logique à ces déclarations. Est-ce qu'il y a une ligne directrice ou des lignes directrices? Si oui, quelles sont-elles? Quelle est la véritable vision des relations internationales de Donald Trump, qu'à mon avis, on a trop souvent tendance à réduire à son aspect transactionnel? On entend ça constamment. La vision de Donald Trump de la politique extérieure, c'est la transaction. Bon, je pense que ça ne se réduit pas à cela. Et simplement pour reprendre les exemples évoqués du Canada, du Groenland et de Panama, et je m'arrête là, je pense qu'il y a une logique. En tout cas, on est en droit de se demander s'il y a une logique et quelle est-elle. Et moi, je ne peux m'empêcher de penser que Canada et Groenland, ça nous envoie vers le Grand Nord, ce qu'on appelle le Grand Nord. Il n'a échappé à personne qu'au vu du réchauffement climatique, ce qu'on appelle la route du Nord-Ouest, elle est de plus en plus fréquentée par des navires russes. Ça, il y a une logique géopolitique et tout simplement géographique, mais il y a aussi beaucoup de navires chinois, ce qui est assez nouveau dans la région. Si on s'intéresse au Panama, nous savons qu'au Panama même, les intérêts chinois sont de plus en plus implantés, importants, mais d'un point de vue plus général, en Amérique latine, bien désormais, les entreprises chinoises, les intérêts chinois, les investissements chinois sont plus importants que les investissements états-uniens. Donc, vous voyez, au-delà de déclarations qui peuvent nous paraître éventuellement à tort un peu farfelues, je pense qu'il y a une véritable préoccupation de la part des dirigeants états-uniens, incarnée pour le coup par le président élu, comme on dit, Donald Trump. Donc la question ce soir, ça va être bien modestement et dans un temps imparti assez court, de savoir quels seront les axes directeurs des initiatives en matière de politique extérieure de Donald Trump. Et on ne pourra
probablement pas faire l'économie de réfléchir aussi aux déclarations de Elon Musk. Je participais hier à une réunion avec Romuald qui nous disait il y a une sorte d'idylle adolescente entre Trump et Musk actuellement. Ils ne se quittent plus. Ils sont apparemment épris d'un grand amour, ce qui est intéressant parce qu'il y a quelques années, Elon Musk était un fervent défenseur des démocrates. Il a donc radicalement changé de point de vue. Quelle est la signification de ces déclarations sur l'AfD allemande et sur le Royaume-Uni que j'évoquais précédemment? Pour alimenter nos réflexions, je remercie tout particulièrement Anne-Cécile Robert, qui est directrice adjointe du Monde diplomatique. Anne-Cécile travaille beaucoup sur les questions internationales et elle vient de commettre, elle aussi, un livre il y a quelques semaines, Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales. Et je pense que ces réflexions sur le multilatéralisme, sur les organisations internationales, nous seront précieuses pour décrypter aussi la pensée, les initiatives ou les déclarations de Donald Trump. Et puis Jeff Hawkins, qui est chercheur associé à l'IRIS et qui a été diplomate américain, qui a été ambassadeur en Centrafrique notamment, avec des postes de responsabilité dans plusieurs autres pays d'Afrique, et qui a la singularité d'avoir démissionné de ses responsabilités diplomatiques lors de la première élection de Donald Trump. Donc je pense qu'il a aussi beaucoup d'éléments à nous apprendre. Il faut que tu... Ouais. Je voudrais signaler tout simplement que j'ai été le représentant personnel de Donald Trump à Bangui pendant 6 mois. Donc, je faisais partie de la première administration Trump. Très bien. Tu nous expliqueras ça plus en détail. Bon, en tout cas, merci à vous deux et bien sûr à Romuald. Alors, la première question que j'aimerais poser, on va procéder de cette façon. Je vais poser deux questions à chacun. Et puis, dans une deuxième séquence, eh bien, nous vous laisserons bien évidemment la parole pour rebondir, pour questionner, pour nous faire part de vos réflexions. La première question, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais la poser à Romuald. C'est un petit peu un commentaire général, une sorte d'introduction sur ce qu'il perçoit, lui, des grands axes de la politique de Donald Trump. Et je voudrais avoir son avis, son point de vue, justement sur cette réduction de la pensée de Trump à simplement l'aspect transactionnel en matière de politique extérieure. Parce que peut-être qu'y a-t-il ce paramètre, cet élément, mais je pense que c'est vraiment trop réducteur. Et puis, deuxième aspect, parce que Elon Musk quand même me préoccupe un peu aussi, je pense que vous êtes tous dans cette situation. Comment interprètes-tu ces déclarations sur l'Allemagne, sur l'extrême droite populiste allemande, pour être plus précis, ces injonctions, ces menaces même à l'égard des dirigeants du Royaume-Uni, parce que ça, in fine, ça ne relève pas du transactionnel pour le coup. Donc, quelle est la signification? Le président Macron, lors de son discours aux ambassadeurs il y a 10 jours, a évoqué l'international réactionnaire. Est-ce que cette expression te semble justifiée en l'occurrence? Combien de temps? Tu as 7-8 minutes, comme je vous l'ai indiqué. D'accord. Bonsoir. Je suis généreux. Tout d'abord, il faut prendre conscience que Donald Trump 2025 n'a plus rien à voir avec Donald Trump 2016. Donald Trump 2016, en quelques mots, c'était un gars qui était plus ou moins issu des milieux progressistes, qui avait plus ou moins hésité à plusieurs fois, à plusieurs reprises à se présenter chez les démocrates, et puis qui avait atterri finalement chez les républicains après avoir réalisé que son électorat de base se trouvait dans le parti de l'éléphant. Il n'avait pas véritablement d'idée politique, d'où une équipe assez, on peut dire, unprofessional, non professionnelle, à part Jeff, bien sûr. Une équipe brouillonne, une présidence fantasque et également chaotique. Donc, bref, la première présidence de Trump n'est absolument pas représentative de ce que sera cette nouvelle présidence. Vers la fin de son premier mandat, durant les 4 années qu'il a passées en tant qu'opposant officiel et victime, selon lui, du régime de Biden, Trump s'est radicalisé.
Il est aujourd'hui devenu l'incarnation de ce qu'il représente, c'est-à-dire un politicien de la droite la plus radicale. Mais une fois encore, lorsqu'on parle de droite radicale aux États-Unis, il ne faut pas comparer avec ce que l'on appelle l'extrême droite en France. Éric Zemmour serait un républicain un petit peu moins que modéré aux États-Unis. Marine Le Pen serait le centre-gauche. La droite, et encore, si ce n'est pas la gauche extrême, la droite radicale, et ça je pense que Jeff en parlera peut-être mieux que moi ensuite, la droite radicale aujourd'hui aux États-Unis est une droite véritablement extrême. Et donc Trump est devenu l'incarnation de cette droite-là, une droite associée aux mouvements religieux également les plus radicaux. Et il est devenu, si ce n'est un idéologue, Trump n'est pas un intellectuel, mais Trump est quelqu'un d'intelligent. Il ne faut pas le prendre pour un idiot. Il n'en serait pas où il en est aujourd'hui s'il en était un. N'est pas un idéologue, mais néanmoins, il croit en les idées dont il parle. Il dit ce qu'il croit, il croit ce qu'il dit, et une fois encore, il est entouré de personnes très compétentes, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Je connais certaines de ces personnes. Je ne connais pas J.D. Vance, mais J.D. Vance, c'est l'archétype même de l'intellectuel, c'est un haut calibre intellectuel de la droite la plus radicale. Suzy Ward, sa secrétaire générale à la Maison-Blanche, qui a été avec Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, l'instigatrice de la contre-révolution culturelle qui a débuté dans le sud des États-Unis et qu'elle entend mener à l'échelon national. Marco Rubio, qui lui est un petit peu à part. Bref, Trump, et je ne parle pas encore d'Elon Musk, est entouré d'une équipe ultra professionnelle. Toutes ces personnes, pour répondre donc à la question de Didier, ont un projet très précis pour restructurer, refonder les États-Unis d'Amérique, mais on n'est pas ici pour parler de politique intérieure, mais également un projet pour ce qui est de la politique extérieure. Un projet qui est sans doute moins défini que celui qui a été confié entre autres à Elon Musk pour refonder la République fédérale, mais néanmoins un projet assez précis, basique, simple, c'est-à-dire mettre à terre ce qu'il reste du système multilatéral et revoir le système des alliances, des partenariats, et cela au profit unique des États-Unis. Et donc, si l'on veut rebondir sur les dernières déclarations de Trump, effectivement, comme Didier l'a très bien dit, Trump ne va pas envahir le Groenland. Là, c'est la partie bluff, c'est la partie poker menteur. Voyez ce que je peux faire. Et puis en parallèle, d'un autre côté, pour les ennemis potentiels que sont la Chine et la Russie, voyez comment je parle à mes alliés, imaginez ce que je pourrais vous faire à vous. Non, mais le plus grave dans cela, c'est la rhétorique. On est passé la semaine dernière dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. Pour la première fois de l'histoire de l'Alliance atlantique, un membre de cette alliance, et en l'occurrence le membre fondateur, le membre principal, menace, parce que c'est une menace, d'intervenir militairement pour annexer une partie de son territoire à un autre membre de cette alliance. Mais c'est absolument nouveau. Rien qu'en faisant cela, Trump a une fois encore déstabilisé un peu plus le système multilatéral et tué en partie l'esprit de l'OTAN. Je le redis, il n'y aura pas d'annexion militaire du Groenland par les États-Unis aujourd'hui, ni au cours de ce mandat. Néanmoins, imaginez ce scénario. Imaginons qu'il passe à l'œuvre. Qu'est-ce qui se passerait? Vous connaissez tous le traité atlantique, c'est-à-dire que si un État est attaqué, l'ensemble des autres États doivent venir à sa défense. Donc, imaginons l'ensemble de l'OTAN attaquant les États-Unis. C'est totalement ubuesque. Cette déclaration nous a fait passer dans une autre dimension. Et je me permettrai, Didier, d'aller un peu plus loin quant à la déclaration sur le Groenland. Nous allons, et le Panama d'ailleurs, également encore plus loin. Pour la première fois depuis la première partie du XXe siècle, un chef d'État occidental ne s'est pas caché derrière un prétexte de exporter la démocratie, défendre les droits de l'homme, sauver les femmes, sauver les talibans, que sais-je.
on se drape toujours un petit peu derrière un prétexte. Et la politique américaine nous l'a pris, comme la politique occidentale en général, hein. Mais pour reprendre les États-Unis, on pourrait remonter à Cuba, à la guerre contre l'Espagne, qui était une guerre pour libérer Cuba. On se rappelle des guerres des années 2000. Et les néoconservateurs étaient sincères, hein. Ils croyaient en leur projet d'exporter la démocratie. Néanmoins, toujours avec sincérité ou hypocrisie, les dirigeants américains se sont réfugiés derrière ce prétexte. Et même aujourd'hui, deux des pires dictateurs de notre époque, le président mafieux criminel de guerre Vladimir Poutine, a décidé de se cacher derrière le prétexte, lorsqu'il a envahi l'Ukraine, de libérer ce pays des méchants nazis qui règnent à Kiev, en oubliant que le président est juif, mais ça c'est autre chose. Mais néanmoins, il s'est réfugié derrière ce prétexte. Quand Xi Jinping dit qu'il souhaiterait annexer Taïwan, c'est réunir les frères chinois. Pour la première fois, un chef d'État occidental parle cash. Ça nous rappelle des discours passés. Nous avons besoin de ce territoire pour nous. Un point, c'est tout. Donc oui, il faut prendre ce que dit Trump à l'intérieur et à l'extérieur très au sérieux. Et d'ailleurs, les Canadiens pourront vous le dire, bien évidemment, ils ne craignent pas une annexion à bref échéance, à court ou moyen terme. Mais si on se projette dans 40, 50 ans, alors que les ressources naturelles se seront encore raréfiées aux États-Unis, effectivement, ils peuvent se demander si le protecteur américain d'aujourd'hui ne sera pas alors un prédateur possible. Pour ce qui est du Panama, je pense que le gouvernement panaméen va accepter certaines des conditions de Trump. Mais si ce n'était pas le cas, là, on pourrait voir éventuellement un président en seconde année de mandat, proche des élections de mi-terme, peut-être devenu un peu plus impopulaire, vouloir redorer son blason à l'intérieur. Et là, effectivement, beaucoup de personnes vont dire non. Mais vous savez, les personnes qui disent non à cela sont les gens qui, en 2016, vous disaient Trump ne sera jamais élu. Ce sont ceux qui vous disaient en 2021, le 6 janvier, cet homme va terminer en prison. La politique, c'est fini. Ce sont ceux qui, encore un mois, me traitaient de pessimiste, un mois et demi, quand je disais que Trump allait être élu, ainsi qu'Anne-Cécile, d'ailleurs, qui a depuis longtemps partagé mes vues sur la question. Donc, non, Trump pourrait, si ça l'arrangeait, déclencher une petite opération au Panama. N'oubliez pas qu'il est considéré et appelé par certains comme le nouveau père fondateur. Il y a eu dernièrement un grand événement dans un think tank important à Washington où il était, après son élection, présent. Le présentateur, ne me demandez pas non plus pourquoi, était Sylvester Stallone. Ça se passe comme ça à Washington. Néanmoins, Stallone, donc Rocky Balboa, a accueilli Trump en disant « The New George Washington ». Allez savoir pourquoi. Mais bref, je veux dire, on en est là. Donc, prenons très au sérieux ce que cet homme peut nous dire sur l'intérieur. Prenons très au sérieux ce qu'il nous dit sur l'extérieur. Tout ça fait partie d'une stratégie et l'ingérence d'Elon Musk, qui elle aussi est cash. Vous allez dire que j'aime Poutine, mais au moins Poutine, cet odieux criminel de guerre, lorsqu'il fait de l'ingérence, le nie. Comme les Chinois, non, non, ou les Américains d'ailleurs, qui pratiquent aussi l'ingérence. Là, Elon Musk, il va cash et c'est évidemment le signe d'une nouvelle politique extérieure très agressive dont Elon Musk est un agent. J'ai un peu dépassé mon temps de parole. Tu me reprendras 3 minutes après si tu veux. Il est très pointilleux. Oui, c'est terrible. Bien, merci beaucoup, Romuald, mais tu nous as tracé le cadre de façon très précise et convaincante. Jeff, tu es donc un ancien praticien de la diplomatie, de la politique extérieure. Quand Trump avait été élu pour la première fois, et nous avions tous été marqués par une série de déclarations pas toujours très bien maîtrisées, Romuald a commencé à l'aborder. Je crois qu'on n'est plus du tout dans la même configuration aujourd'hui. Et ce qui nous intéresserait probablement, tu es le mieux placé pour nous l'expliquer, c'est que peut-on dire de l'équipe ou des équipes qui sont autour de lui en charge de la politique extérieure? Est-ce qu'il cherche ou pas à, alors je vais utiliser un terme un peu prétentieux quand il s'agit de Trump, mais de conceptualiser ce que pourrait être le Trumpisme? Et puis peut-être, si tu en as le temps, quelle est la signification des premières nominations parmi les conseillers en matière de politique extérieure et en matière de nouveaux ambassadeurs, puisque certains, dont celui à Paris, sont nommés. Alors, ils n'ont pas encore pris leur fonction, mais tout ça peut nous donner des indications sur ce que va être cette politique extérieure. Merci. Euh,
Je suis entièrement ou presque entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Romuald. Euh, à ceci près, je dirais que Trump, certes, l'administration Trump, le Trump 2.0, va être très différent de Trump 1.0. Mais c'est pas parce que le personnage a changé, c'est parce que lui, il est toujours aussi transactionnel, chaotique, etc., qu'auparavant, euh, mais et incohérent aussi. Mais l'équipe qui l'entoure sera en parfaite, je pense, cohérence avec le personnage. Et cela est très différent de ce qui s'est passé la dernière fois. Et on le voit avec la période de transition entre les élections et la prestation de serment la semaine prochaine. En 2016-2017, c'était catastrophique. Il avait nommé un ancien gouverneur de New Jersey pour diriger la transition qu'il a licencié immédiatement. On a tout jeté, on a nommé quelques dizaines de personnages avant de prendre fonction. Euh, cette fois-ci, je pense ils ont une liste de 2000 noms, je pense. On a vu pratiquement tout le cabinet de ministres déjà nommé, tous les postes importants dessus. C'est vraiment très, très différent, très bien organisé. Et avec ça, on a un président qui a un mandat électoral cette fois-ci, qu'il n'avait pas la dernière fois. Avant, on pouvait se fâcher si on était contre Trump, contre les systèmes américains, le collège électoral et tout ça. Maintenant, si on est contre Trump, on doit se fâcher contre l'électorat américain. Et il y a un mouvement vers Trump et vers les républicains qui fait qu'il n'est plus un président minoritaire, mais un président majoritaire. Mais est-ce qu'il va répéter les mêmes erreurs que la dernière fois? Je ne pense pas. La dernière fois, à mon sens, il ne savait pas ce qu'il voulait exactement. Il avait quelques notions, quelques idées fixes. Il était contre l'accord de libre-échange avec le Canada, le Mexique. Il était contre l'immigration. Il avait toute une liste de choses qui l'embêtaient ou qu'il voulait changer, mais il n'avait pas d'idéologie. Il n'avait pas de structure, conceptualisation, comme a dit Didier, et je pense que ça existe plus ou moins maintenant. Et surtout depuis 4 ans, depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, il y a eu un effort assez important de ce qu'on dirait en anglais reverse engineering, d'ingénierie Génierie. inverse, pardon, d'une sorte d'idéologie MAGA. Et il y a des éléments qui sont en harmonie avec la politique traditionnelle républicaine. Il y en a d'autres qui sont très différents, notamment le protectionnisme qui n'est pas du tout de l'orthodoxie traditionnelle du parti, mais maintenant, ce l'est. Et entre autres, on pourrait citer le fameux Project 2025, donc le projet 2025, qui a été tièdement désavoué par Trump pendant les élections, mais finalement, c'est la feuille de route de cette administration. Et il y a eu la création tout entier de think tanks, comme le America First Policy Institute, il y en a d'autres, qui vont propager une nouvelle idéologie de ce mouvement. Il y a aussi d'autres think tanks qui sont associés au Parti républicain ou à la droite américaine, mais qui ont pleinement embraced, pleinement partagé l'idéologie de Donald Trump. Et sans rentrer trop dans les détails, on a une idéologie qui est anti-woke, d'abord, anti-immigration, évidemment, anti-internationaliste. Et si on lit les axes principaux de projet 2025, il y a restauration de la famille, donc tout l'agenda social, conservateur du Parti républicain. Il y a la destruction de l'État administratif, c'est-à-dire des gens comme moi. La défense de la souveraineté
les frontières et la richesse de la nation. Donc, c'est le protectionnisme, c'est l'invasion du Groenland s'il le faut pour prendre les richesses qui nous sont dues. Il y a aussi l'immigration dans tout ça. Et finalement, il y a la protection des droits individuels. Et là, on parle notamment des droits de tirer sur ses voisins, sur son pistolet, etc. Donc, toute une série d'éléments d'une nouvelle idéologie. Et un autre facteur qui est très important et qui va différencier Trump de la dernière fois, c'est son choix d'équipe. Et la dernière fois, il s'intéressait très, très peu à ça, au moins au début, et ça a fait il était entouré des gens qui étaient peut-être républicains, peut-être conservateurs, mais qui n'étaient pas comme lui et qui ne partageaient, surtout dans le domaine des affaires étrangères. Et donc, il y avait des échecs, des résistances, des faux pas. Maintenant, on a une équipe qui est vraiment dans la diversité. Hein. Il y a énormément de gens qui viennent des backgrounds très différents, mais qui partagent tous un seul élément, et ça, c'est la fidélité absolue à Donald Trump, ce qui n'était pas le cas. Donc, on est là, on est prêt, on est plus puissant politiquement que la dernière fois et on est plus organisé. Et j'ai le temps de parler de quelques nominations super rapidement. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que très diverses. Donc, il y a des gens qui sont certes très conservateurs et très fidèles à Donald Trump, mais qui sont plus ou moins sortables, tels Marco Rubio. C'est le genre de personne qu'on verrait, ancien candidat à la présidence, sénateur de la Floride, quelqu'un qui a été dans la commission des affaires étrangères, etc. Et puis, il y a des gens qui sont mais vraiment étonnants comme candidat, et notamment, je citerai celui qui est proposé pour le Pentagone, qui vient d'avoir son audition au Sénat, un commentateur pour Fox News, nommé à un poste où il doit gérer 3 millions d'employés, un budget de 800 quelques milliards de dollars chaque année, et un gars qui a quand même un passé personnel qui est assez mouvementé. Et donc, il y a toute cette diversité dans les nominations, mais tous unis autour de Trump. Donc, quoi que soit la bizarrerie qui sort les projets d'invasion du Panama ou du Groenland, il a une équipe qui va suivre. Et ça, c'est très différent que la dernière fois. Merci, Jeff. Il me semble, si je t'ai bien compris, sans trahir de secret d'État, que tu n'as pas voté Trump. Cette fois-ci, non. Ah, ok. Bien. Mais disons que je suis californien et ma mère habite à Oakland et c'est la ville natale de Kamala Harris, donc j'étais bien obligé de voter pour elle. Anne-Cécile, bon, je ne vais pas reprendre les déclarations sur Canada, Panama, Groenland, mais toi, tu as beaucoup travaillé sur les questions du multilatéralisme, sur l'ONU, sur les organisations multilatérales. Donc, au-delà du strict contenu des déclarations en question, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions, d'une part, sur ce que je considère, moi, le délitement de l'application du droit international et des organisations théoriquement chargées de faire respecter le droit international, et en quoi cette élection s'inscrit-elle dans ce processus? Et puis, plus précisément, et rapidement, bien sûr, quelle est, de ton point de vue, la vision, la conception des Trumpistes, et de Trump en particulier, de l'ONU? Est-ce que l'ONU est considérée par eux comme une empêcheuse de tourner en rond, ou est-ce que cela va plus loin, et est-ce que ça s'inscrit dans cette volonté de destruction de tout organisme de régulation et de, comme l'a évoqué Romuald, toute forme de multilatéralisme? Bonsoir, vaste question. Tout d'abord, je suis très très heureuse de retrouver Didier, Romuald. Je ne connaissais pas Jeff, mais c'est très agréable d'avoir des échanges avec
des gens sains d'esprit dans ce monde de fous, dans un cadre serein où on ne s'insulte pas, où il n'y a pas de tweets vengeurs. Donc voilà, je suis contente. Voilà, un peu de joie et de sérénité. Alors après, pour le sujet qui nous occupe, il y aurait 36 manières de répondre à ta question. Mais je repensais en écoutant Romuald et Jeff à ce moment de la campagne présidentielle américaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une espèce de meeting, mais en même temps, il était interrogé par une journaliste. Il commence par répondre à des questions, puis à un moment donné, visiblement, ça l'ennuie. Et il s'arrête et il fait passer de la musique. Et tout le monde se met à danser. Et bon, c'était assez surprenant. Et en fait, ça voulait dire, au-delà du caractère baroque de l'événement, qu'il savait qu'il avait gagné, en fait. Et quoi qu'il dise, il y a eu un moment où, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, c'était plié. Et pourquoi c'était plié? Parce que Trump, qui est un animal politique, a réussi le tour de force de s'identifier à un moment historique et à des souhaits profonds de l'Amérique. Et il s'est mis à cet endroit-là, il est au bon endroit, à la bonne personne au bon endroit, enfin peut-être pas la bonne personne. Donc il incarne ça et ça lui a donné une force euh, très, très importante sur laquelle il va évidemment capitaliser. Et ses déclarations sur le Groenland, sur Panama, etc., pour moi, elles sont parfaitement raccord, comme on dit maintenant, avec les évolutions du monde. En fait, on est rentré, on dit Trump est transactionnel, mais le monde est devenu transactionnel, c'est-à-dire tout le monde interroge les règles, tout le monde viole les règles. Et non seulement les gens violent les règles, mais ils disent de plus en plus qu'elles n'ont pas d'importance. Et on est rentré dans un cycle international dans lequel ce type de comportement va se normaliser. Et on a quelque part tort de se focaliser sur la personnalité de Trump, parce qu'en fait, c'est un mouvement profond de l'histoire, des sociétés, des rapports entre États, qui a commencé il y a très longtemps, et duquel tout le monde est responsable, y compris le Parti démocrate, qui, notamment à l'époque de Bill Clinton, a commencé à violer lui aussi, à tordre l'ordre international avec ce discours un peu messianique qui va arriver à l'intervention au Kosovo, qui est une intervention contraire au droit international, en violation de l'ONU. Après, il y aura l'inénarrable Dobeliou qui nous fera en 2003 la guerre d'Irak, illégale, elle aussi. Donc ça fait très longtemps, en fait, que les Occidentaux, et les Américains en particulier, abusent de l'avantage que leur a conféré l'effondrement de l'Union soviétique pour en fait tenter de remodeler l'ordre international. Alors Trump a ceci de rafraîchissant, comme le rappelait Rommel, c'est qu'il ne prend pas de gants. Il va pas dire je fais ça au nom du bien, il dit je fais ça au nom de mes intérêts, ce qui était déjà le cas avant, mais c'était habillé de toutes sortes de considérations. Et c'est ce changement d'époque, ce que j'analyse par ailleurs comme des fins de cycle, qu'il faut mesurer, parce que c'est énorme ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que non seulement on est en train de sortir d'un cycle de domination occidentale que Didier a bien analysé dans son livre sur la désoccidentalisation, mais on est en train de sortir du cycle de 1945 qui avait vu l'établissement d'un certain nombre de règles de droit international, euh, de droit humanitaire, de recours à la force, de droit de la guerre, etc. Mais plus loin, on est en train de remettre en cause l'ordre qui est issu, je ne vais pas vous faire peur, mais bon, l'ordre qui est issu de la guerre de 14-18. On avait défini des frontières, là elles sont toutes en train de bouger. On dit, on s'en prend à Poutine, c'est vrai que c'est une brute, mais lui aussi il est raccord avec l'ambiance. C'est-à-dire, il y a des problèmes en Europe centrale qui sont gelés depuis 1919, 1920, 1921, qui se réveillent tous lentement depuis 30 ans. On a mis ça sous le tapis. Mais ça y est, c'est en train de nous péter à la figure. Il y a des conflits, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. La Pologne est en train de monter une alliance contre l'Allemagne, comme au bon vieux temps. Elle est en train de se fâcher avec la Slovaquie. Les pays nordiques sont en train de recréer des alliances. Bon, tout est en train de bouger. Et pourquoi ce qui est inquiétant, c'est pas que ça bouge, c'est que ça bouge sans qu'on en ait conscience et qu'on refuse de voir. C'est-à-dire qu'on continue, en particulier nous les Européens, à tenir des discours complètement irréalistes.
C'est-à-dire des discours en noir et blanc, où on voit des nouveaux Hitler partout. Et alors, il y en a peut-être, mais comme on le dit régulièrement, Milosevic, c'est un nouvel Hitler, Saddam Hussein, c'est un nouvel Hitler, Muammar Kadhafi, c'est un nouvel Hitler. Du coup, on est incapable de penser le monde parce qu'on est enfermé dans des visions complètement manichéennes qui nous désarment et qui nous privent en fait des moyens d'agir. Donc ce qui se passe aux États-Unis, ça doit être un réveil. Ça doit être un réveil parce qu'il faut sauver le droit international. Les Trumpistes ne cachent pas leur détestation de l'ONU. Enfin, les démocrates n'étaient pas non plus très chauds. Hein, c'est vrai que Biden, quand il est revenu en 2021, il a fait un grand discours défendant l'ONU, il est venu à New York, etc. Mais après, il n'y avait plus personne. Et puis, il a contribué, là, par l'abus du droit de veto, notamment sur l'affaire Israël-Gaza, à affaiblir l'ONU. Et il était dans le même jeu que Poutine quand il met son veto pour protéger, quand il mettait son veto pour protéger Bachar al-Assad ou empêcher toute résolution sur l'Ukraine. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Je pense énormément. Les changements historiques ne sont pas forcément flippants s'ils sont accompagnés justement d'une réflexion et d'une pensée, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et je pense énormément à Hannah Arendt, qui n'est pas forcément mon auteur préféré dans sa critique du totalitarisme, mais dans l'analyse qu'elle a faite du totalitarisme, à un moment donné, elle s'interroge sur pourquoi les nazis ont eu aussi facilement le pouvoir. Et elle parle d'un effondrement moral. Elle dit les sociétés européennes étaient en plein effondrement moral et les nazis, en fait, ont eu qu'à s'emparer de cet espace pour installer leur idéologie monstrueuse. Et je pense qu'on est en train de vivre en ce moment un effondrement moral extrêmement profond qui fait que on peut avoir sous les yeux à la télévision des monceaux de morts au Soudan, à Gaza, en Ukraine, et on ne bouge pas. On tient un discours un jour, on tient un autre discours le lendemain. Ça, c'est les Européens en particulier, qui vont, par exemple, dénoncer les violations du droit international par Vladimir Poutine en Ukraine, et ils ont raison. Mais ils sont incapables de faire la même chose quand c'est exactement les mêmes violations du droit international à Gaza. Et après, ils s'étonnent que l'ordre international s'effondre. Mais il s'effondre de ces incohérences. Il s'effondre de cette incapacité à voir. Et quand je vous disais l'irréalisme, le cas de l'Ukraine est extrêmement intéressant. Et je m'arrêterai là parce que je sens que Didier s'agite. Les Européens ont dit, nous défendons l'Ukraine au nom de nos valeurs. Bon, il faut effectivement défendre l'Ukraine parce que c'est l'État agressé, victime d'une agression. Mais il est complètement irréaliste et absurde de dire qu'on défend l'Ukraine au nom de nos valeurs. Il n'y a rien de commun en Ukraine entre nos valeurs, entre les valeurs ukrainiennes et les nôtres. C'est un pays extrêmement corrompu, où il y a effectivement, même si Poutine délire à plein tuyau tous les matins, des mouvements nazis extrêmement importants. On ne défend pas l'Ukraine pour nos valeurs, c'est complètement irréaliste de dire ça. On la défend pour nos principes. On défend l'Ukraine et on doit défendre l'Ukraine pour nos principes, parce qu'il est interdit, impossible, dangereux et inadmissible qu'un État attaque un autre pour lui piquer son territoire, bombarder ses hôpitaux, ses centrales nucléaires, déporter des enfants comme le fait la Russie. Ça, c'est nos principes. Et nos principes, on les défend même quand ceux qui en sont les héros malgré eux, ce qui est le cas de l'Ukraine, ne sont pas forcément des gens blancs-bleus et particulièrement immaculés. Et ce type de discours irréaliste des Européens les rend détestés dans le monde entier. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique et j'y vais souvent. On ne nous supporte plus parce qu'on tient ces discours, on donne des leçons de morale sans arrêt et on se contredit en permanence. Et on est incapable après de joindre le geste à la parole, c'est-à-dire quand on dit quelque chose, de mettre en œuvre la politique qui va avec, parce qu'on est en contradiction en permanence. Donc il faut être lucide, revenir à une forme de réalisme qui n'est pas du cynisme, pour voir et essayer de sauver ce qui peut l'être. Parce que effectivement, là, on est rentré dans une période où vraiment tout est possible. C'est une espèce de monopoly où la loi du plus fort l'emporte.
avec une chose qui n'a pas été mentionnée, euh, la grande peur des États-Unis qui était sous Biden, qui est sous Trump, c'est la peur du déclassement. Ils ont très peur d'être déclassés par la Chine, et ça peut conduire à toutes les folies. Merci de cette transition toute faite. Je voudrais maintenant poser des questions très précises. Alors, je sais que ce sont toujours des sujets compliqués. Quelques focus à partir d'exemples concrets de la situation internationale. Je vais vous demander, Madame et Messieurs, de répondre très brièvement, de façon à ce qu'en bon démocrate, nous ayons le temps de laisser la parole à nos amis présents et aux 315 connectés qui nous suivent en visio. Donc, première question, la Chine. Je ne vais pas te demander, Romuald, de nous refaire l'histoire des relations sino-états-uniennes. On nous présente souvent dans les médias, mainstream en tout cas, pas tous, qu'il va y avoir une sorte de lutte à mort entre la Chine et les États-Unis. Je ne partage pas ce point de vue. Quel est ton point de vue à toi? Et au vu des intérêts et de l'imbrication des intérêts mutuels entre les États-Unis et la Chine, n'y aura-t-il pas, pour le coup, une logique transactionnelle? Je ne partage pas non plus ce point de vue et oui, il y aura une logique transactionnelle. Cela a déjà commencé d'ailleurs quand on voit que la Chine pousse au rachat de TikTok par Elon Musk. Il y aura évidemment une compétition féroce, une rivalité de façade et de réalité, mais la politique américaine à l'égard de la Chine, me semble-t-il, sera plus ou moins la même que celle des administrations Obama, Trump 1 et Biden. Elle va s'amplifier, s'intensifier, je ne pense pas. Donc je dirais que je suis d'accord. Voilà, c'est assez bref. Bah, c'est formidable, formidable, quel sens de la Pour synthèse. conclure, après, j'ai récupéré des minutes, donc Ah, c'est... on donnera 2 minutes à Bah, la fin. bien sûr. Jeff, deux autres dossiers extrêmement simples. Ukraine et Moyen-Orient. L'Ukraine, alors sur un aspect, ne nous reprochez pas de ne pas avoir fait le tour parce que c'est mission impossible vu le temps imparti, mais Donald Trump a dit qu'il allait régler ça en 24 heures. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des contacts, ce que tu peux savoir, entre Trump et Poutine, ou leurs conseillers les plus proches en tout cas, de le Moyen-Orient, bon, Israël, Gaza? Alors, je n'ai pas eu le temps cet après-midi d'écouter les informations. On parle beaucoup de cessez-le-feu. A-t-il été conclu ou pas? Je ne sais pas. L'Iran, en d'autres termes, là, ça me préoccupe aussi beaucoup. Y aura-t-il un feu vert à Israël pour des opérations militaires israéliennes contre les installations nucléaires et pétrolières en Iran? Enfin, je ne te demande pas de lire dans une boule de cristal, mais quelle est ton appréciation? 3 minutes. 3 minutes. D'accord. Pour l'Ukraine, je pense qu'il y a deux niveaux. Et je pense qu'on doit quand même parler de ce qu'on appellerait en anglais the enabling environment. Donc la création et le maintien d'un environnement propice à une paix durable et équitable pour l'Ukraine. Et cet enabling environment, c'est surtout l'Alliance transatlantique. Et ce n'est qu'avec une alliance transatlantique efficace et sereine qu'on va protéger, qu'on va défendre nos principes et peut-être nos valeurs, je ne sais pas, de l'agression russe. Et là, comme tout un chacun, c'est Trump, c'est pas sa priorité numéro un de renforcer l'efficacité de l'OTAN. On l'a vu la dernière fois, l'OTAN est obsolète, les Européens nous faisaient avoir, ils ne payaient pas leur part équitable, etc. Vous connaissez la chanson. Et ça a continué pendant la campagne, n'est-ce pas? Il a dit en février, par exemple, que les Russes, entre guillemets, et c'est une citation, je cite, pourraient faire ce qu'ils veulent avec les pays européens qui ne paient pas leur part équitable pour l'OTAN. Je veux dire, on ne peut pas avoir une alliance efficace
avec de tels doutes. Et d'ailleurs, on parle dans les cercles idéologiques du monde MAGA, soit d'un OTAN dit dormant, c'est-à-dire on retire toutes nos troupes du continent, ou soit un OTAN à deux échelles, où les États-Unis s'engagent simplement à défendre les pays qui, encore une fois, paient leur part équitable. Quoi qu'il en soit, ça, c'est un soft exit de l'OTAN. Même si on ne va pas peut-être claquer la porte formellement tout de suite, ça reste assez difficile. Donc, dans un tel contexte, est-ce que l'Ukraine pourrait faire face à la Russie, surtout à un moment où, malgré une résistance, à mon sens, plutôt héroïque, c'est une guerre d'attrition qui dure des années maintenant, les Ukrainiens ont pris du territoire, évidemment, hein, dans l'optique d'avoir quelque chose à échanger contre les territoires ukrainiens avec les Russes plus tard. Et une Ukraine qui est totalement dépendante des États-Unis et de l'Europe pour les armements et les munitions. Donc, non, je veux dire, l'Ukraine, sans le soutien de l'Occident, sans le soutien des États-Unis, ne tiendra pas. Trump, est-ce qu'il a eu des contacts avec Poutine? Évidemment, et il paraît que tout au long des 4 années, depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, il a eu des conversations avec Poutine. Et il y a eu certainement d'autres contacts, j'en sais rien. Et il a assuré, donc il a rencontré Zelensky, je pense que c'était au mois d'octobre, novembre. Ouais, ouais. Et il lui a assuré que oui, dans très peu de temps, ça va être réglé. Je suis très proche de Poutine, il n'y a pas de problème. Certes, lui, il pourra trouver un moyen de faire un deal avec Poutine, c'est clair, mais un deal qui favorise les Russes et pas les Ukrainiens. Et comme les Ukrainiens dépendent totalement de ce soutien occidental pour survivre dans cette guerre, je pense, existentielle pour eux, ils seront obligés de se plier à un accord que Donald Trump pourrait faire avec Poutine. En ce qui concerne le Moyen-Orient, c'est toujours compliqué. Et j'avoue que je n'y vois pas très clair, hein. Euh, euh, D'abord, on doit accepter, reconnaître que s'il y a eu un domaine dans les affaires internationales où Trump a eu vraiment des succès, c'est dans le Moyen-Orient. Les accords d'Abraham, la paix entre Israël et des États du Golfe arabe, persique, dépendant de son point de vue, euh, c'était quand même assez important. Et il a su, malgré son soutien absolument indéfectible à l'Israël, et surtout à Benjamin Netanyahu, il a su quand même créer une sorte d'alliance tacite entre les États du Golfe euh, et l'Israël contre l'Iran. Les circonstances ont beaucoup changé depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche. D'abord, il y a la guerre de Gaza qui a changé totalement la donne et qui a peut-être refroidi un tout petit peu les Arabes du Golfe. Et il y a aussi il y a eu un rapprochement entre notamment l'Arabie saoudite et d'autres États du GCC avec l'Iran, et notamment un rapprochement négocié par les Chinois. Ça, qui est chose vraiment inouïe de voir une implication diplomatique d'une telle ampleur de la part des Chinois dans une région qui a été très importante pour nous. Et donc, il y a tout ça. Et il y a un Israël qui est, malgré tout ce qu'on a souffert de part et d'autre depuis le 7 octobre 2023, un Israël qui est vraiment clairement renforcé par ce qui vient d'arriver. Une guerre au Gaza qui semble peut-être prêt à prendre fin, au moins pour le moment. Ce soir, on a annoncé qu'on était à quelques millimètres près d'un accord entre Hamas et les Israéliens. Euh, et puis,
Hezbollah qui a été un peu décapité par le Mossad et par l'invasion du Liban du Sud, à Syrie, l'effondrement de Bachir Assad, avec tout ce que ça implique pour les Russes, pour les Iraniens. Donc un monde qui est changé. Euh, Est-ce que Donald Trump va profiter de tout ça? Certainement, parce qu'il est Donald Trump. Il va déclarer la victoire, quoi qu'il en soit. Euh, mais dans quelle direction ira-t-il? Avec un Iran qui est affaibli, est-ce que c'est le moment de négocier avec l'Iran? Ou est-ce que c'est le moment de lui déclarer la guerre? Et qu'est-ce que Trump va faire? Pour moi, c'est assez imprévisible. D'un côté, on sait qu'il a été assez dur avec les Iraniens et il a quitté l'accord nucléaire. Il a assassiné Soleimani, qui était un des grands responsables du régime iranien. Donc, tout cela, ça reste à voir. Voilà. Merci. Je voudrais simplement, je profite de mon rôle de modérateur, mais simplement faire un petit rectificatif sur ce que tu as dit. Trump, tu as parlé de quelques succès au Moyen-Orient et tu as parlé d'accords de paix, des accords d'Abraham qui étaient des accords de paix. C'était nullement des accords de paix puisqu'il n'y avait pas de guerre entre les États-Unis, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan ou le Maroc. Donc c'est des accords de normalisation. Mais je suis vraiment attaché à la précision des termes parce que cette expression a été utilisée je ne sais combien de fois. Et Donc, je c'était suis... une reconnaissance diplomatique. OK, Et si j'ai dit accord de paix, c'était mon erreur. OK. Nous sommes m'excuser. d'accord alors. Allez, une dernière question, Anne-Cécile, mais on ne peut pas y échapper, c'est la question de l'Union européenne. Nous savons, ou nous croyons savoir, que Trump a le plus profond mépris pour l'Union européenne. J'écoutais un débat il y a quelques jours, là, et quelqu'un disait l'Union européenne, c'est la puissance de la norme, et Trump, c'est la norme de la puissance. J'ai trouvé l'expression assez juste. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de Donald Trump quant à ses relations avec l'Union européenne? Cela a déjà été évoqué à propos de l'OTAN, mais ça pose aussi la question de l'Europe de la défense. Est-ce que les Européens vont enfin réagir et sortir de leur coma artificiel sur ce sujet comme sur quelques autres? Donc, quels sont potentiellement les sujets de coopération et ou de contentieux que l'on peut discerner pour les 3-4 ans à venir entre l'Union européenne et les États-Unis? Ça en 3 minutes. Oui, tout ça en 3 minutes. Mais ce qu'on peut constater déjà, c'est que c'est la panique en Europe, mais au sens propre du terme. Pour fréquenter un peu les milieux diplomatiques, les ambassadeurs, etc., c'est la panique absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée capable de répondre à cette espèce de force et de logique implacable de Trump. Et les premières réactions des Européens ont été des réactions en ordre dispersé. D'ailleurs, si vous regardez qui défile chez Donald Trump à Mar-a-Lago, ce n'est pas la Commission européenne, c'est les États, les uns après les autres, qui tentent déjà de négocier leur petite part avec Trump. Donc il y a un vrai enjeu d'unité européenne qui avait été quand même affirmé, célébré à l'époque du Covid et face à la Russie dans le cas de la guerre en Ukraine. On voit bien que cette unité européenne était très fragile et c'est une unité de façade. Et donc là, on est face à une page blanche. Et on va avoir une situation où les États-Unis vont être en situation d'affirmer, de demander des choses face à des Européens qui auront une très grande difficulté à affirmer, eux, une volonté commune. Et on va le voir en matière commerciale. On s'attend évidemment à des conflits commerciaux parce que, au nom de la protection du marché américain, Trump a annoncé qu'il mettrait des droits de douane, mais Biden l'avait déjà fait. Là aussi, on est sur une tendance très profonde que Trump accélère. Donc, on s'attend à des conflits commerciaux. En matière de défense, bah, ça va être un peu comme toujours. La défense européenne s'est calée sur le cadre atlantique depuis sa naissance, depuis toujours. Et grosso modo, elle a suivi les États-Unis. Et quand il y a eu des grands conflits comme la guerre d'Irak en 2003, les Européens se sont divisés. En 2003, c'était spectaculaire, ils étaient même carrément coupés en deux
avec 10 pays pour, 10 pays contre, grosso modo. Donc en matière de défense, on peut s'attendre à, non pas à des conflits, parce que je pense que pour Trump, et là j'interroge aussi Jeff et Romuald, l'Europe est un sujet secondaire. Et c'est pour ça qu'il veut terminer cette guerre en Ukraine, c'est parce que c'est pas important, ça dépense de l'énergie. Les Chinois sont d'accord avec ça, ils trouvent que tout ça est ennuyeux, que ça perturbe les relations commerciales. Donc il faut en terminer. Mais sinon, ça n'intéresse pas. L'Europe n'est plus un terrain d'intérêt pour les États-Unis, et ça va obliger les Européens à se penser eux-mêmes. Ce dont, a priori, ils ne sont pas vraiment capables, puisque quand on regarde ce qu'ils ont produit jusque-là, en mars 2022, l'Union européenne a publié, vous savez, une boussole stratégique qui définit sa vision du monde. Ben, en gros, il y en a un peu pour tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de choses hiérarchisées, il n'y a pas d'objectifs hiérarchisés. Il y a un peu d'Asie, un peu d'Afrique, etc. Et tout ça cadre toujours avec les objectifs américains, et notamment l'opposition, la rivalité systémique avec la Chine. Les Européens suivent les États-Unis, là c'est pareil, c'était du temps de Biden, Trump fait pareil, dans leur rivalité avec la Chine. Parce qu'encore une fois, la grande peur des États-Unis, c'est de ne plus être la première puissance du monde. Et pour ça, il faut absolument qu'ils empêchent la Chine de monter. C'est à mon avis le plus grand danger qui pèse sur la paix du monde en ce moment, c'est que cette rivalité n'est pas perçue pour ce qu'elle est, une rivalité de puissance, comme on en a eu au 19e siècle, au 18e siècle, parce que c'est habillé de trucs, les Chinois sont des méchants, parce qu'ils ne respectent pas les règles, c'est des autoritaires, nous on est les gentils, donc c'est un combat du bien contre le mal, les libéraux contre les illibéraux, tout ça c'est des blagues. Personne n'est véritablement vertueux, pas plus les États-Unis que les autres, même si c'est une démocratie et pas la Chine, évidemment. Mais les États-Unis travaillent avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte, tout un tas de régimes qui sont corrompus, des canailles, ils commettent. Enfin, voilà, on n'est pas, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est cette rivalité systémique, et je trouve dangereux. Qui est liée qui est une rivalité de puissance, que l'Europe s'embarque là-dedans. Je ne pense pas que ce soit son intérêt. Le vrai intérêt de l'Europe, c'est d'avoir une vision de son continent et de sa relation à la Russie. Et pour l'instant, dans la relation à la Russie, là aussi, on a suivi la politique américaine. C'est une politique d'endiguement, alors que pour des raisons géographiques et historiques, on ne peut pas faire comme si la Russie n'existait pas, il va bien falloir qu'on trouve un accord. Et là, malheureusement, ce qui m'inquiète, c'est que l'accord, on va être obligé de le trouver dans les pires conditions. Parce que là, cette guerre est monstrueuse, l'agression de l'Ukraine par la Russie est monstrueuse à tout point de vue. Et malheureusement, elle va se terminer dans un rapport de force qui va probablement valider toutes sortes de crimes. Et les Européens sont malheureusement, à mon sens, en partie responsables de ça. Parce qu'ils n'ont pas sifflé la fin de la récré assez tôt. Et ils sont rentrés eux aussi dans une logique d'affrontement, alors que leur rôle, vu que c'est une puissance de la norme, ça aurait été de rappeler les règles et d'essayer de créer un espace de discussion et d'équilibre géostratégique. Et maintenant, on ne peut en sortir qu'au prix de tensions et de guerre. Merci. Alors, on va passer au... Tu veux rajouter quelque chose? Vraiment rapide. Oui, oui, mais je vais très On est peu tous parler. très bavards. Moi, j'ai fait des réponses rapides. Non, je voulais juste revenir sur ce qui a été dit sur l'Ukraine. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais il y a une chose également à laquelle il faut faire attention, ceux qui disent que Donald Trump ne va peut-être pas pousser Zelensky à dealer avec Poutine, se trompe. Trump va tout faire pour que la guerre en Ukraine termine le plus rapidement possible, peut-être pas en 24 heures, mais sans doute avant l'été. Cela pour deux raisons. La promesse de campagne principale concernant la politique étrangère de Trump concernait l'Ukraine. Il a promis à son électorat qu'il mettrait fin à cette guerre, et dès le 21 janvier, Trump aura en ligne de mire les élections de mi-mandat de l'année prochaine, et il ne voudra pas déplaire à son électorat. Deuxièmement, si cette guerre dure trop longtemps, cela sera sa défaite. S'il y met fin, même évidemment au détriment de l'Ukraine, ce sera la défaite de Biden, et il sera celui qui aura sauvé le monde de l'apocalypse nucléaire. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, voilà, le monsieur avec la veste, là, la chemise blanche. Alors, faites, s'il vous plaît, des questions brèves. Oui, alors, une première remarque. J'ai entendu à la radio ce matin ou hier soir
que Trump avait changé d'avis et qu'il trouverait la paix en Israël dans 6 mois plutôt que 3 jours. Voilà. Je vous signale, c'était très récent. Bon, maintenant, ma question, ce n'est pas du tout ça. Ma question, c'est de dire, notre brave Trump, si j'ose dire, on parle, mais ça, c'est l'habitude française ou peut-être européenne, hein. C'est comme si on parlait à des pays, hein. Trump parle à l'Allemagne, à l'Angleterre, à la Chine, etc. En fait, vu le caractère de Trump tel que je l'imagine, il adore ceux qui sont quasiment des dictateurs, qui ont une personnalité très forte, comme lui, pour qu'ils puissent même se mesurer à lui. C'est pour ça qu'il parle beaucoup à Xi, hein, il parle à, je dirais, Poutine, et il parle à un certain nombre de gens qui représentent peut-être leur pays, mais c'est surtout parce qu'il aime bien les... bon. Et quand je vois qu'il a vu que Attends, posez votre question, s'il vous plaît, monsieur. l'Angleterre et Posez votre question, s'il vous plaît. oui. Alors pourquoi la France, il ne discute pas avec personne de français? Voilà. C'est OK. la question. On va prendre deux, trois. Alors, il y a le monsieur là avec le blouson, puis il y a la dame avec là-bas, avec le pull jaune. Alors, monsieur, vite, hein, bref. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Est-ce que vous ne pensez pas, comme moi, les questions que je posais à la Chambre de commerce franco-américaine, que si le gouvernement Biden n'avait pas été élu, donc on ne serait pas arrivé à cette bataille rangée, cette guerre planétaire avec les BRICS, qui se trouve maintenant avec les Chinois, les Russes, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Donc, tout ça n'aurait jamais existé. Monsieur Trump, je le connais, c'est un homme d'affaires. Lui, il ne voulait pas ça du tout. C'était mon patron. Il est rentré donc en 2011. Attendez, posez votre question, s'il vous plaît, monsieur. Ah bon, d'accord. Bon, voilà, je voulais vous demander si c'était un homme d'affaires. Voilà, donc Ça, oui, ça ne vous a pas c'est échappé. tout. Si vous ne voulez pas que je vous raconte la suite. Non, mais Il a vous forcé. voyez, il y a beaucoup Attends, de. Non, est-ce mais qu'il a forcé l'Europe donc pour ouvrir à la concurrence le téléphone et l'électricité? posez votre Voilà. question, s'il vous plaît. Voilà. Mais écoutez, je vous demande si c'est un homme d'affaires. Voilà. OK, d'accord, merci. Alors, madame là-bas, qui a le micro, bah, elle l'a déjà. Moi, je n'ai pas une question, mais j'ai une information. Quand vous avez Madame. commencé cette réunion, Trump a fait une annonce et il dit: nous avons un accord sur les otages au Moyen-Orient, ils seront libérés bientôt. Et un quart d'heure après, il a dit: on ne laissera pas Gaza devenir un refuge pour terroristes. Et on attend toujours que M. Biden se prononce. D'accord. Est-ce que vous voulez répondre à des éléments de question? Donc, on va prendre d'autres questions. Alors, bah, écoutez, bah, là, devant, là, voilà, c'est ça. Parce que... Merci, bonsoir. Bon, moi, ça sera deux questions, ça sera rapide, concis. Première question, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'éventuel rôle des influenceurs pro-Trump qui ont participé en grande partie à son élection. Donc, je pense à Joe Rogan et surtout à Candace Owens. Est-ce que vous pensez il et elle vont avoir une influence dans sa présidence? Et la deuxième question, c'est par rapport au titre. Vous avez appelé la conférence Le Monde face à Trump. Est-ce que ça ne serait pas plutôt le monde progressiste face à Trump? Parce que le monde conservateur nationaliste, je pense à l'autre en Hongrie, ce genre de personnages, ils sont pro-Trump. Donc, ce serait plutôt le monde progressiste face à Trump. Merci, au revoir. Vas-y. Je répondrai juste à votre dernière question. Non, c'est le monde face à Trump, car même les dictatures, même les pays, les régimes semi-autoritaires ou autoritaires ont peur d'une forme de déstabilisation. On ne sait pas à quoi vraiment s'attendre de cette administration et même effectivement, si des gens comme Poutine peuvent se réjouir de l'élection de Trump, je pense qu'ils ne sont pas certains de ce que cette administration peut leur réserver. Donc je pense que le titre Le monde face à Trump est approprié. Moi, j'ai une question par écrit, là, de nos amis qui sont en visio. Pour Jeff, qui concerne la France, comment interpréter la nomination de Kouchner comme ambassadeur? Et on a dans la salle un représentant de l'ambassade américaine, donc je dois faire attention. Euh, et
Je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu le personnage. Charles Kushner, c'est un homme d'affaires new-yorkais dans l'immobilier comme Donald Trump. Euh, c'est quelqu'un qui a été accusé et condamné pour de multiples crimes, y compris un effort de suborner un témoin en engageant une prostituée. C'était une histoire assez complexe, assez compliquée. On ne rentre pas dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. Il est entre autres le genre de la fille de Donald Trump. Et donc, je présume principalement pour cette raison-là, entre... Oh, beau-père, pardon, oui, pardon, faute de français. Donald Trump l'avait d'ailleurs pardonné pour ses méfaits, et maintenant il a nommé ambassadeur en France. Tout ça pour dire que Trump peut faire ce qu'il veut, et c'est c'est une façon de démontrer sa puissance politique. Parce que quand on parle de Kushner, de Hegseth ou d'autres nominations, JFK Jr., etc., RFK Jr., pardon, ce sont des gens qui, en temps dit normal, ne passeraient jamais le processus de confirmation par le Sénat. Mais le contrôle de Trump sur les sénateurs, sur le Congrès, est tel que même des ambassadeurs avec un casier judiciaire assez important et sans qualification d'ailleurs pour être ambassadeur peuvent passer. Ok. Alors, écoutez, le monsieur qui est là, il n'y a pas beaucoup de dames qui lèvent la main. Il y avait la jeune fille au premier rang qui l'avait Où levé, ça? mais J'ai pas vu. là, Merci beaucoup. Une question dans le domaine de la santé. Est-ce que la nomination de Kennedy fait peser une menace sur la sécurité sanitaire mondiale, en particulier via le démantèlement des ECDC? Je n'ai pas compris la question. Tu as compris? Kennedy a le projet de démanteler les Centers for Disease Control, faisant peser une menace sanitaire mondiale, à mon avis. Oui. Ok. Non, mais c'est effectivement, c'est grave. Kennedy est connu pour être anti-vax, donc contre la vaccination, et il va gérer, il va diriger justement notre ministère de Santé, y compris les Centers for Disease Control, qui était à l'époque le fer de lance de l'effort contre la COVID à l'époque où Donald Trump était président. Et Donald Trump a été beaucoup critiqué par ses positions, et il en veut justement à ces structures de santé publiques qui sont quand même des structures extrêmement efficaces, remplies de savants et de chercheurs qui sont vraiment parmi les meilleurs du monde. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux lors de l'épidémie de Ebola en Afrique. Et ce sont des gens qui sont vraiment au top. Mais mettre quelqu'un comme Robert Kennedy Jr. Dans cette position est une façon de dire oui, tout ça, je m'en fiche complètement. Et pour ce que vous m'avez fait pour la COVID, je vais vous donner votre monnaie maintenant. Bonsoir et merci. Très rapidement, deux questions. La première, vous avez parlé tout à l'heure de fidélité absolue de l'équipe de Trump vis-à-vis de lui. Est-ce qu'on ne pourrait pas espérer qu'il y ait des tensions possibles avec Elon Musk au long cours, ou est-ce que c'est un petit peu trop optimiste? Et une deuxième question plutôt pour Madame Anne-Cécile Robert, parce que l'Europe de la défense, à partir du moment où la CED, le projet a complètement échoué en 1954, l'Union européenne n'était pas équipée pour répondre. Donc, est-ce qu'il aurait fallu faire de différent pour éviter la situation que vous évoquez? Merci. On parlait tout à l'heure de romance adolescente, mais c'est vrai qu'on assiste vraiment à une romance entre Trump et Elon Musk. Alors effectivement, on peut se demander si entre deux personnalités, deux égos aussi surdimensionnés, si cela va durer. Il risque d'y avoir des étincelles, des tensions. Mais à la différence
Steve Bannon, l'un des premiers conseillers de Donald Trump, il est beaucoup plus difficile de se débarrasser d'Elon Musk. Elon Musk fera tout pour éviter des tensions trop fortes avec Donald Trump. Il bénéficiait d'une influence énorme, mais il n'avait pas droit au pouvoir temporel. Trump le lui offre et cela, il voudra l'obtenir, s'en servir pour remplir la mission qu'il pense être la sienne jusqu'au bout. Quant à Trump, je le disais, se débarrasser d'Elon Musk un an avant des élections de mi-mandat qui sont toujours difficiles pour l'administration en place pourrait représenter un danger. Ce n'est pas Steve Bannon qui est isolé, entre guillemets. Il s'agit de l'homme le plus riche du monde, l'une des personnalités les plus influentes, à la tête du réseau X, bientôt de TikTok. Donc Trump est un petit peu otage, si ce n'est de cette romance, de cette amitié. Et donc, je pense que le duo durera peut-être un peu plus longtemps que les sentiments que les deux hommes éprouvent aujourd'hui l'un envers l'autre. Je peux ajouter? Bien sûr. Oui. Pour Elon Musk aussi, je pense que, et c'est juste un avis personnel, je pense que tôt ou tard, il va s'ennuyer. Parce que effectuer les coupes massives dont il parle, c'est juste politiquement impossible. Donc, il va interagir avec les fonctionnaires et tout ça, avec les membres du Congrès, et il va voir que c'est difficile, voire impossible de faire ce qu'il a annoncé qu'il allait faire. Et je pense qu'il va tôt ou tard aller faire autre chose. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités et il peut s'occuper ailleurs, je pense. Oui, sur l'Europe, il y a toujours, sur l'Europe de la défense, sur l'Europe en général, il y a toujours eu deux visions. Une vision qui voyait une Europe fédérale intégrée et une vision avec des États souverains qui coopèrent. Et en matière de défense, que vous citez, l'échec de la communauté européenne de défense, c'est l'échec d'une vision fédéraliste de l'Europe de la défense, déjà sous parapluie américain, mais c'est l'échec de cette défense-là. Mais ce rêve n'a pas disparu. Et il y a encore des gens à Bruxelles et parmi les dirigeants européens qui rêvent d'une Europe fédérale qui aurait une identité, y compris en matière de défense. Je ne pense pas que ce soit le scénario le plus plausible, compte tenu des divergences d'intérêts géographiques, historiques et politiques qu'il y a entre les Européens. Ce qui est inquiétant, c'est quand le rêve, la poursuite à toute force du rêve fédéraliste empêche de penser et d'agir sur tout le reste. Parce que pendant qu'on attend l'Europe fédérale, eh bien, on se retire les moyens d'agir en tant qu'État. Et c'est notamment le cas pour la France. La France est en train n'a plus de politique étrangère. Et sur ces grands dossiers, elle suit et elle attend, elle veut se coordonner avec l'Europe, mais comme ça ne vient pas, du coup, elle ne fait rien. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est cette espèce d'élitement du pouvoir des États qui, au contraire, devraient se ressaisir de leur pouvoir en ce moment. Parce que là, c'est pareil. Le cycle historique que nous sommes en train de vivre, c'est le retour de l'État. Il y a des gens qui écrivent des livres pour expliquer que l'État, c'est fini, que la géopolitique, c'est fini. Mais je crois profondément le contraire. C'est le retour. Et c'est pour ça que Trump, encore une fois, est complètement raccord avec l'ambiance. Et c'est pas qu'il est autoritaire. Moi, je crois pas du tout que la distinction soit entre le monde progressiste et le monde autoritaire. C'est pas du tout ça. Hein. Il est entre les logiques d'intérêt et puis ce qu'on est capable de construire comme système multilatéral. C'est ce débat-là qu'il faut avoir. L'urgence absolue, c'est de sortir de ce débat moral entre les gentils, les progressistes, les arriérés, les libéraux et les illibéraux de l'autre côté. Ça n'a absolument aucun sens. Ça ne correspond à rien en géopolitique. Tous les régimes libéraux, y compris la France, sont accoquinés avec des dictateurs les plus sanguinaires, les Américains, les Français, etc. C'est vraiment pas ça le sujet en politique étrangère. En politique étrangère, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui maintient la paix et qu'est-ce qui permet aux gens de sortir de la misère, qu'est-ce qui permet aux gens de vivre et au bout du compte, par la coopération internationale, à la civilisation de progresser. Il faut vraiment revenir à ça d'urgence, sinon on va alimenter la logique de guerre. Et ce ne sera pas la faute de Trump, c'est une faute collective. J'ai deux questions, pas du tout. Deux questions qui me sont envoyées par chat. La première, la double élection de Trump signifie-t-elle ou officialise-t-elle une globalisation du populisme? Et la deuxième, est-ce que la politique étrangère de Trump doit-elle se lire par la lunette du pragmatisme ou bien de l'idéalisme
et avec une parenthèse et une incise, avec un retour trumpien de la destinée manifeste. La destinée manifeste, on n'y échappe pas. Hein. Anne-Cécile parlait tout à l'heure de la fin d'un cycle, elle a tout à fait raison, et j'irai même un petit peu plus loin. Nous sommes dans la fin du cycle occidental, mais aussi dans la fin d'un cycle qui a débuté lors de la Renaissance, avec les valeurs humanistes. Ces valeurs se sont concrétisées sous la forme d'idées au XVIIIe siècle, avec les Lumières, les fameux philosophes du XVIIIe siècle. Ces idées se sont incarnées politiquement au XIXe siècle, à l'ère de la naissance des démocraties, et l'apogée de ces valeurs donc, a été en 1945 avec la mise en place du système multilatéral, la création de l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Et nous sommes donc dans la fin d'un cycle, certes occidental, mais aussi un cycle de pensée et de valeurs amorcé lors de la Renaissance. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Là n'est pas le débat. La question est, sommes-nous attachés à ces valeurs et comment faire pour qu'elles perdurent? Je n'ai pas la réponse, mais par contre, ma réponse à la question qui vient d'être posée, c'est que Trump, de par sa double élection, illustre effectivement ce moment où ces valeurs dont je viens de parler, dont Anne-Cécile a parlé, sont en perte de vitesse et ne représentent plus grand-chose pour les populations occidentales, sachant en plus que pour le reste de la population mondiale, les contre-modèles chinois et russes sensibilisent et remportent de plus en plus l'enthousiasme des peuples. Donc, oui, cette double élection de Trump peut symboliser non pas un internationalisme du populisme, mais ce moment de basculement, cette fin de cycle. Et quant à la destinée manifeste, je n'ai pas compris la question. On peut en prendre d'autres. Rapidement. Monsieur là-bas, avec les cheveux blancs. Ah non, pardon. Monsieur là-haut, tout là-haut, ça fait longtemps qu'il a levé la main. Oui, ma question sera très simple. D'ailleurs, je suis originaire de la République centrafricaine. Par conséquent, je suis fortement attaché au continent africain et ma question est celle-ci. Quel impact géopolitique le continent africain doit-il attendre de l'élection de Trump, sachant que ce continent est depuis plusieurs années le champ d'une rivalité géopolitique entre la France et l'Ukraine, la Russie, bien entendu. Merci. Alors, on va peut-être prendre 2-3 questions. Le monsieur, là. Oui, qu'est-ce qui reste comme contre-pouvoir pour éviter d'être submergé par la vague aux Okay. États-Unis? Allez, une troisième, dernière vague de questions. Monsieur là-bas. Bonsoir. On a parlé de l'entourage de Donald Trump ce soir, un petit peu avec Musk, un petit peu avec les think tanks ou J.D. Vance. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'unité de cet entourage et les frictions qui pourraient apparaître entre ces différentes composantes? Et éventuellement, est-ce que vous avez une idée sur la composante de cet entourage qui soit le plus susceptible d'influencer la politique étrangère de Donald Trump entre les différents protagonistes? Afrique. Bon, je suis vraiment désolé, j'ai un peu perdu mon sango, sinon je vous aurais salué en sango. Mais pour l'Afrique, c'est intéressant. On sait très bien, on sait pertinemment que Trump ne s'intéressait pas à l'Afrique, qu'il n'y ait jamais mis les pieds ni comme président ni comme homme d'affaires, et que sa politique était beaucoup plus axée sur un conflit géostratégique avec la Russie et la Chine sur le continent africain qu'autre chose. Et on pourrait craindre effectivement encore un abandon, c'est peut-être trop fort à dire, mais encore un désintéressement par l'administration Trump pour l'Afrique, surtout dans un contexte où les Chinois, ils sont très... ils sont puissants depuis très longtemps, mais de plus en plus présents, de plus en plus puissants, même dans votre pays.
dans un contexte où la présence française, surtout en matière de sécurité, c'est à peu près effondré pardon, au Sahel et ailleurs. Un contexte où les Russes sont en train de profiter justement d'une vague de coups d'État, etc. Donc, ça pourrait être grave. Ceci dit, et j'essaie pour une fois de trouver des possibilités positives pour Trump, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux matières premières, des minéraux stratégiques, le pétrole, etc. Il pourrait peut-être éventuellement s'intéresser à l'Afrique pour ces raisons-là. Il pourrait aussi dans un contexte géostratégique, tout comme pendant la guerre froide, s'intéresser à l'Afrique parce que justement les Chinois, les Russes, ils sont présents. Et aussi, même dans le personnage un peu autoritaire, peut-être que ça va faciliter le dialogue avec des chefs d'État africains. On va, tout notre discours que tu as un peu décrit tout à l'heure, de nous sommes les bons, eux, ils sont les méchants. Trump, on n'aura pas ce discours-là et ça pourrait plaire à ses interlocuteurs africains. Mais un des dangers principaux pour moi vient d'un Africain, Elon Musk. Et je pense que lui, quelqu'un qui cherche à faire des coupes dramatiques, quoi de plus facile politiquement que de couper l'aide, l'assistance à l'Afrique, qui est important, 16 milliards de dollars, de réduire nos coûts, nos dépenses militaires en Afrique, etc. Donc, Elon Musk, un peu étonnamment, pourrait jouer un rôle très important dans la politique africaine de Donald Trump. Voilà. Marie-Cécile, pardon, Anne-Cécile, la question sur comment résister à la vague. Marie-Cécile, je l'ai souvent. Une fois, j'ai eu Anne-Céleste aussi, donc voilà, on s'habitue. Jeff a très bien répondu sur le continent africain. On peut aussi retourner les choses, hein. La géopolitique africaine est extrêmement ouverte en ce moment, et comme elle l'a rarement été. C'est-à-dire il y a beaucoup d'influence et l'Afrique a des moyens de s'affirmer. Jeff a eu raison de rappeler les matières premières qui peuvent être un outil de rapport de force que quelqu'un comme Trump comprendra très bien. Donc il y a aussi toutes sortes de possibilités qui s'ouvrent pour le continent africain si, évidemment, il arrive à sortir des problèmes de sécurité qui sont aussi dus à des influences extérieures, mais ça sera une autre conférence. Comment résister à la vague? Alors, un adage dit, en cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Non, vous prenez votre temps, monsieur. Mais là, je repensais au premier mandat de Trump, et bizarrement, moi j'avais été assez admirative, je sais qu'il ne faut pas dire ça dans certains milieux, des institutions américaines. C'est-à-dire que le président arrive un petit peu par effraction, et avec ses idées qui étaient les siennes, mais les institutions américaines ont quand même tenu. Et il y a même eu un moment donné, je ne me souviens plus du nom de ce général, qui s'était opposé à un chef d'état-major, le nom ne me revient pas, opposé à Trump, qui voulait, je ne sais plus prendre quelle mesure très autoritaire. Et je me suis dit, tiens, les institutions américaines ont quand même du ressort. Donc je n'enterrerai pas complètement, même si c'est vrai que la situation est différente aujourd'hui de 2016, puisque Trump tient tous les pouvoirs. Mais la Cour suprême lui a donné tort il y a quelques jours. Donc tout n'est pas. Donc je dirais résister à la vague. Il y a peut-être des ressources à l'intérieur des institutions américaines qu'on ne soupçonne pas. C'est des institutions qui me semblent d'ailleurs un peu plus souples et libérales que les nôtres, mais ça aussi, ça serait un autre sujet. Il y a aussi puisque votre question portait sur les États-Unis, la question du fédéralisme américain. C'est vrai que c'est un État fédéral, donc des choses qui se passent dans l'État fédéral peuvent être compensées ou avoir des contrepoids dans les États fédérés.
Il y a même certains États, bon, la Californie est mal en point en ce moment, mais qui étaient quasiment prêts à établir ses propres normes. Il y avait que l'Alliance des villes progressistes. Donc, il y a aussi des choses de ce côté-là. Et puis, plus largement, pour nous qui sommes de ce côté-là de l'Atlantique, il y a je pense que je plaide pour le retour de la politique. Il faut se remettre à penser. Il faut se remettre à discuter, il faut se remettre à analyser. En ce moment, dans le monde où on est, où tout bouge, il faut être bon en géo et bon en histoire. Et pas trop faire de morale. Mais être bon en géo et bon en histoire, en principe, tu t'en sors. Mais ce n'est pas les gens qui nous gouvernent, hein. Ils détestent l'histoire et ils ne comprennent rien à la géo. Une dernière réponse sur l'unité de l'entourage de Trump et sur le rôle des think tanks. Oui, je répondrai néanmoins en 20 secondes à Anne-Cécile. Elle n'a pas totalement tort. Les institutions, l'État fédéral, c'est le sujet de mon bouquin. Mais n'oublions pas que si les institutions résistent, on vient, et quand je dis on, je suis américain, donc je vote aux États-Unis, j'ai bien évidemment pas voté pour Trump, mais on vient quand même d'élire une personne qui avait appelé à marcher contre le Congrès il y a juste 4 ans. Donc, on peut quand même se demander si les institutions judiciaires et de l'État fédéral fonctionnent si bien que cela. Pour répondre aux 2 questions et donc pour conclure de monsieur, à mon sens, mais s'il devait y avoir des tensions, cela pourrait être peut-être entre le département d'État et la Maison-Blanche. Marco Rubio est un professionnel, un grand professionnel de la politique, il s'y connaît très bien en relations internationales, mais n'oublions jamais qu'il est un néoconservateur, un faucon. Alors que Trump n'est pas à 20 ans guerre. Trump peut menacer, peut peut-être aller jusqu'à une opération militaire si ça l'arrange, si c'est bon pour le business. Mais justement, la guerre en général, la vraie guerre, n'est pas bonne pour le business et donc c'est tout sauf un va-t-en-guerre et un néo-conservateur. Donc je suis un petit peu curieux, je ne pourrais pas faire de prédiction, mais je me demande comment les relations entre le département d'État et la Maison-Blanche vont se passer. Il y avait d'ailleurs une question, où est le pouvoir concernant les relations internationales? Je pense que le pouvoir sera peut-être un peu plus centralisé, mais vous allez me dire tous les pouvoirs seront plus centralisés à la Maison-Blanche. Et monsieur nous posait une dernière question, tu m'as dit sur les think tanks, y a-t-il... Oui, il y a eu, mais Jeff l'a très bien expliqué, il y a toute une série de nouveaux think tanks, des start-up think tanks qui ont été créés récemment, conservateurs, ultra-conservateurs, ultra-conservateurs, etc. Mais effectivement, la Heritage Foundation, celle qui a pondu le fameux projet 2025 dont Jeff parlait, qui est effectivement la feuille de route de la nouvelle administration, et le think tank conservateur aujourd'hui le plus influent aux États-Unis et sans aucun doute l'un des plus influents au monde. Oui, bien sûr. Ah bah, ça va de soi quand même. Bien, écoutez, tout d'abord, un très grand merci à vous 3 pour la clarté de vos explications et leur complémentarité. Merci à tous d'avoir été présents. Merci pour vos questions. Merci à ceux qui étaient connectés. Je suis désolé, je n'ai pas pu laisser la parole à tout le monde. Ceux qui veulent continuer à alimenter leur réflexion, bah, bien sûr, il y a le livre de Romuald qui vient donc de sortir. Et puis aussi, les nombreux articles que lui ou des collègues à lui écrivent et publient sur le site de l'IRIS, puisque Romuald, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, dirige l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Vous voyez, donc nous sommes un think tank véritablement très important. Merci à tous et puis d'autres rendez-vous pour poursuivre ce débat qui, je crois, va être alimenté par les faits dans les semaines ou les mois à venir. Merci à tous et bonne soirée.